Vikir et Aïen furent surpris de voir qu'Akila était arrivé après avoir sauvé leur cul. Elle leur explique qu'elle est venue ici parce qu'elle avait ressenti une aura puissante alors que sa main était couverte de sang, elle était contente d'être venue. Même le vieil homme était surpris de la voir ici alors qu'il se cachait derrière Adon. Aïen informe rapidement sa mère du poison provenant de la flèche d'Adon, lui disant qu'elle devait se soigner immédiatement. Cependant, Akila fixe simplement sa main couverte d'une substance noire tout en réfléchissant au poison. Comme une véritable bosse, elle fléchit simplement son bras, provoquant de nombreuses explosions à travers celui-ci, tandis que le sang se répandait partout. Vikir la regardait avec un visage stupéfait, se demandant si elle avait fait exploser l'aura à l'intérieur d'elle pour expulser le poison et le sang contaminé. Il ne pouvait pas croire qu'il y avait quelqu'un qui ferait une telle chose. Après avoir purifié le poison de son sang, les yeux d'Akila se dirigèrent vers Allemand avant d'appeler son nom, ce qui fit frissonner celui-ci. Il a commencé à la blâmer pour tout cela qui se passe, disant à Akila que c'était de sa faute de l'avoir poussé dans un coin. Cependant, elle lui dit simplement qu'elle se fichait de sa trahison et voulait simplement qu'il réponde à une chose. Elle regarde Adon et demande à Allemand si cet homme violet zombie est effectivement l'archer divin, Sœur Adon. Allemand était heureux de lui dire qu'il est le légendaire Adon, quelqu'un contre qui elle n'oserait pas se battre. Cependant, ces paroles n'ont aucun effet, car Akila sourit après avoir entendu sa réponse. Elle dit ensuite à Vikir et Aïen qu'ils ont bien fait et de rester en arrière. Elle appelle l'archer divin, Sœur Adon, et lui dit avec un sourire aux lèvres que c'était un honneur de le rencontrer, même si cela devait se passer ainsi. Akila voulait voir qui était le meilleur guerrier entre eux. Les vents continuaient de souffler fort alors que les deux archers les plus forts de l'histoire se faisaient face. Ils se regardaient simplement, avant qu'Akila ne fasse le premier mouvement, elle sauta immédiatement à ses côtés, se préparant à tirer 5 flèches directement sur lui, tout à la fois. Le moment où elle a tiré ses flèches, elles se sont transformées en une lumière bleue recouverte par son aura. Mais Adon n'est pas faible, il esquive simplement ses flèches en les évitant de peu, avant de replier son propre arc et de décocher sa puissante flèche empoisonnée droit vers elle. Elle voit cela venir et fait une position sur les mains pour esquiver son attaque. Au moment où elle atterrit sur ses pieds, Akila tire sa prochaine flèche, tout comme Adon. Un mélange d'attaques de flèches bleues et violettes pleut à travers la forêt, suivi d'explosions, alors qu'ils continuent à se battre l'un contre l'autre. Une paire de pieds s'arrête. C'était Vikir qui portait Aïen. Il se retourne, sachant que c'est un combat entre ceux qui possèdent une aura de grade maître, ce qui était une vue rare pendant la période de la chute, et pendant ce temps, Aïen était préoccupé par sa mère. Utilisant la technique de Gark, Allemand couvre l'un de ses yeux de ses doigts, invoquant un œil violet au sommet d'une branche d'arbre. Il l'utilisait pour observer la bataille et pouvait voir que se mesurer à Sœur Adon n'était pas une tâche facile, même pour Akila. Mais son visage était rempli de joie, car il croyait qu'elle ne pourrait jamais vaincre Sœur Adon alors qu'il était mort et pouvait utiliser infiniment l'aura dimensionnelle de l'enfer. Il demande à Akila si elle connaissait la puissance d'une flèche sans limite, elle pensait qu'elle serait désavantagée dans un combat à distance, car une blessure apparaît sur son épaule. Elle continue de surveiller la situation, voyant qu'il avait la vitesse, la puissance et la mobilité. Adon était un archer parfait sans faille. Cependant, alors qu'elle tire une autre flèche, elle sait qu'il lui manque quelque chose de très important. Alors que leurs flèches sont envoyées en même temps, elles se rencontrent de plein fouet, provoquant une énorme explosion au milieu de la forêt, résultant en une fumée couvrant tout le terrain. Akila apparaît de l'intérieur de la fumée en essayant de donner un coup de pied au visage d'Adon, mais il incline simplement la tête pour esquiver, avant d'invoquer une épée faite de son aura empoisonnée. Il assène un seul coup à Akila, coupant tous les arbres autour d'eux, mais la manque toujours. Akila ne perd pas de temps du tout, elle attrape son propre épée, et la lance à Adon, réussissant à lui faire lâcher son épée. Son attaque ne s'arrête pas là, elle le frappe violemment au genou, le faisant reculer légèrement, avant qu'une lumière bleue éclatante ne se reflète dans ses yeux. Akila avait sorti son arc, visant droit sur son visage cette fois-ci, à bout portant. Elle déclenche une attaque de flèches dévastatrice remplie d'aura, assez puissante pour envoyer des ondes de choc dans le ciel. Elle recule instantanément après avoir terminé son attaque, le regardant avec un visage sérieux alors que des morceaux de lui commencent à se briser, tandis qu'il commence lentement à disparaître, tout comme tout le monde dans Avengers Infinity War. Après que Thanos a claqué des doigts, Akila lui demande si la raison pour laquelle il ne voulait pas se battre était parce qu'il était mort ou à cause de son désir de ne pas blesser sa descendance. Mais tout ce qu'elle savait avec certitude, c'était qu'elle devait le libérer de son état actuel. Elle lance une autre attaque puissante, cherchant à donner à Adon la paix qu'il désirait.
Alors qu'il restait immobile, l'attaque se rapprochant encore plus de lui, il ferme simplement les yeux pour accepter son destin. Une main violette apparaît pour arrêter la flèche, surprenant Aquila qui la voit clairement. Les parties d'Adon qui avaient été soufflées commencent à former une aura démoniaque violette qui semble causer de la douleur à Adon. Une autre figure démoniaque faite de l'aura empoisonnée commence à se déchirer du trou qu'Adon avait, commençant à s'étendre sur sa main avant de consommer complètement Adon. Aeman ne pouvait pas croire qu'il rejetterait le sort de nécromancie avec ses mains en injustu. Aeman voit maintenant que les légendes étaient différentes, mais il ne tolère pas les choses faites à moitié. Il dit à Sœur Adon de se battre de toutes ses forces maintenant, et que tout ce qui le menace est mort. Voyant le changement d'Adon, Aquila est en colère alors qu'elle assiste à tout. Sœur Adon pousse un rugissement démoniaque alors qu'il est maintenant un mort-vivant avec quelque chose de fou à l'intérieur de lui. Il continue à crier alors que l'énergie démoniaque prend le contrôle de lui, envoyant des cris d'énergie maléfique à travers l'air. Aquila ne peut que regarder en silence alors que la transformation s'empare d'Adon. En regardant sa nouvelle transformation, elle savait que la chose qui se tenait devant elle n'était plus Sœur Adon. Cependant, alors qu'il restait au même endroit, une ombre sombre commençait à le recouvrir. Un monstre gigantesque ressemblant à une tortue regardait en bas, aux côtés de deux autres bêtes gigantesques. Aeman pouvait voir les monstres du rang A, qui vivent dans la forêt avec son sort de glace, se demandant s'ils étaient là à cause de l'agitation qui s'était produite. Là, nous allons assister à un tour de magie. Maintenant, vous voyez les trois monstres de rang A. Maintenant, vous ne les voyez pas. Car en un instant, cette nouvelle version d'Adon a réussi à éliminer les trois monstres de rang A en un seul tir. 3 tirs à la tête, triple kill. Son visage affichait un sourire maléfique alors que du sang et des morceaux des trois monstres de rang A tombaient tout autour de lui. Aquila était surprise de voir cela, car elle ne pouvait même pas voir la flèche du tout. Aeman riait après avoir vu cela, disant que c'était la pleine puissance d'Adon, puisqu'il avait réussi à tuer tous ces monstres en un seul coup. Il ordonne alors à Adon de tuer la femme devant lui, et Adon obéit à l'ordre d'Aeman, envoyant des flèches voler vers elle, la faisant courir sa vie. Tandis qu'elle court pour éviter les flèches, elle peut sentir l'intention meurtrière forte de ces flèches. À chaque fois qu'elle est touchée, le poison de la dame se propage, rendant son corps lourd. Alors qu'elle tire son arc pour une contre-attaque, elle sait qu'elle doit finir ce combat rapidement. Chargeant 2 flèches à la fois, elle envoie une attaque qui se divise et cible les côtés d'Adon. Alors qu'il esquive l'une d'entre elles, l'autre flèche est envoyée directement vers lui. Alors que la flèche était à peine à quelques centimètres de lui, il leva un seul doigt, créant un petit bouclier démoniaque devant la flèche. Il commença à tourner, broyant la flèche en morceaux jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Alors qu'Aquila le fixe, elle commence à sourire car son attaque ne s'arrête pas là. Plus de flèches apparaissent dans le ciel, ces attaques finissent enfin par fonctionner lorsque l'une des flèches perce son coup. Aquila cite une phrase, la première flèche rate, mais la deuxième atteint la cible. Cependant, au moment où votre adversaire bloque la deuxième flèche, la première flèche ratée revient et pénètre à l'arrière de leur tête. Elle lui explique que c'est une compétence où la flèche est en rotation maximale et vole en plein air, à son apogée, elle revient et frappe l'adversaire. C'était la compétence personnelle d'Aquila, qu'elle a créée après avoir entendu parler du combat d'Adon contre un chevalier impérial. La flèche continue de persister dans sa gorge avant qu'il ne la retire rapidement, ce qui surprend Aquila qui s'attendait à ce qu'il meure après avoir été touché à la gorge. Aeman continue de rire d'elle, lui disant que peu importe sa force, elle n'avait jamais combattu contre un cadavre auparavant. Il continue de lui dire que Sœur Adon était déjà mort, donc il ne serait pas vaincu par une simple flèche à la gorge. Alors qu'ils continuent à se battre, les effets de leur bataille peuvent être observés par Aélien qui veille sur sa mère. Son visage est empli d'inquiétude alors qu'elle pense à elle. Elle peut également sentir que la forêt tremble, ce qui la rend sinistre. Elle espère que sa mère pourra attendre jusqu'à ce que Vikir résolve cela, se rappelant qu'il lui a dit de se cacher et qu'il stoppera la compétence de nécromancie des Aeman et le tuera. Alors que Vikir court à travers la forêt, il sait qu'Aeman craint beaucoup Aquila, il était donc fort probable qu'il se cachait derrière Adon pour aller contre Aquila. Bientôt, son œil rouge capte quelque chose. Vikir avait enfin trouvé Aeman caché derrière un arbre, comme le salaud sournois qu'il est. Notre garçon se dirige immédiatement vers le côté du lâche, prévoyant de le tuer en un coup. Alors qu'il s'approche du lâche, un ancêtre sauvage apparaît à ses côtés, visant à donner un coup de pied à Vikir. Son attaque touche, mais pas avant que Vikir n'ait réussi à s'éloigner en sécurité. Aeman le repère et le maudit, révélant à Vikir qu'il avait déjà prédit que quelqu'un viendrait après lui.
Il avait déjà invoqué ses chevaliers de la mort. Il informe Vikir que ces chevaliers de la mort étaient assez compétents pour être enterrés au cimetière des guerriers. Alors que Vikir se tenait au même endroit, les 3 chevaliers de la mort se précipitèrent vers lui de tous côtés. Nous revenons maintenant à Aquila, qui a été touché par une flèche qui a complètement détruit son côté, faisant grimacer son visage de douleur alors qu'elle tombe enfin et s'agenouille devant Adon. La voyant ainsi, Allemand commence à rire comme un maniaque, content de voir qu'elle s'était enfin agenouillée. Il continue de se réjouir du fait que bientôt la gardienne de la forêt, Aquila, mourra et qu'il régnera sur la forêt, considérant cela comme sa récompense pour le traitement injuste qu'il a reçu dans sa vie. Il déclare que sa première étape est de tuer tous les membres du clan qui le méprisent. Mais alors, le chien de Baskerville apparaît et lui dit d'une voix mortelle que ce qu'il prévoit de faire serait problématique. Vikir a enfin déchaîné la 6e technique de Baskerville en tranchant les 3 chevaliers de la mort tout en disant à Allemand que les habitants de cette forêt deviendront son système de soutien. La bouche d'Allemand est restée grande ouverte lorsqu'il a vu que Vikir avait tué 3 des chevaliers de la mort qui dépassaient le niveau d'un graduature de haut rang, réalisant que Vikir était plus fort qu'un graduature de haut rang. Alors que Vikir regarde l'homme mort devant lui, il demande à Allemand s'il a rêvé de tout ce qu'il désirait à ce moment-là. Sentant que la mort était proche, Allemand commence à appeler Sœur Adon à son secours. Adon entend son appel à l'aide et se retourne immédiatement, se préparant à déchaîner une puissante attaque vers l'emplacement de Vikir. Cependant, Aquila n'est pas un personnage non-joueur, NPC, alors elle le frappe immédiatement alors qu'il se prépare à l'attaque, faisant rater la flèche qu'Adon venait d'envoyer de peu, manquant de peu Vikir. Jouez la musique funèbre, car quelqu'un est sur le point de mourir, alors que le visage de notre garçon commence à se transformer en chien démoniaque, nous faisant comprendre pourquoi il est appelé le chien de Baskerville. Allemand pouvait voir la mort arriver à lui sous la forme de Vikir, alors il appelle Adon à tirer à nouveau. Mais le moment où ces mots quittent sa bouche, ses bras s'envolent instantanément. Cela s'est passé si vite qu'Allemand a mis un moment avant de réaliser ce qui s'était passé. Même moi, je n'ai pas réalisé que Vikir avait coupé le cadre de l'image aussi. Mais ses attaques ne s'arrêtent pas, car il coupe enfin la tête d'Allemand ainsi que le cadre, en voyant sa tête voler. Allemand ne peut montrer qu'un visage confus avec le mot « quoi » écrit partout. Il est temps de célébrer, car le fils de pute est enfin mort. Les membres de la tribu Balak ont continué leur bataille contre leurs propres ancêtres morts vivants à travers la forêt. L'une des membres féminins a été repoussée, perdant son arc au passage. En tombant au sol, une ombre l'a enveloppée, jetant la peur dans son âme, en regardant vers le haut, tout effrayé. Un ancêtre mort-vivant avec une lame puissante s'apprêtait à la conduire de l'autre côté sans aucun remords. Mais ensuite, les bras de l'ancêtre mort-vivant ont commencé à disparaître dans une fumée noire, beaucoup à la surprise de la barbare féminine qui observait tandis que l'ancêtre mort-vivant disparaissait devant ses yeux. Cela se produisait avec tous les ancêtres morts-vivants autour des guerriers Balak restants. On aurait dit que Thanos était apparu dans le manoir et avait claqué des doigts avec le gant de l'infini. Aquila respirait lourdement maintenant qu'elle se tenait devant la version démoniaque d'Adon. Son aura démoniaque commençait également à disparaître, révélant son côté plus calme après que Vikir eut tué Allemand. Sa main tremblait toujours en tenant son arc fabriqué avec la propre jambe de Madame Huit-Pattes. Au moment où Aquila posa sa main par-dessus la sienne, davantage de l'aura démoniaque commença à se disperser, dévoilant sa peau morte vivante originale. Même si elle tenait sa blessure de son attaque précédente, Aquila tenait toujours sa main, demandant au grand ancêtre Sœur Adon de reposer en paix alors qu'il se dispersait lentement dans le vent. Allemand poussa un rugissement féroce, même quand sa tête avait été tranchée, il continuait de parler. Il maudit le fait qu'il était si proche et que la forêt était presque à lui. Il regarde Vikir, se demandant s'il avait échoué à cause de l'enfant de l'Empire. Il avait raison, Vikir regarde Allemand avec ses yeux brillants d'un rouge vif, Allemand était meilleur que ce qu'il pensait. Non seulement il était devenu lui-même un mort-vivant, mais il pouvait aussi contrôler la magie à un autre niveau et diriger des douzaines de chevaliers de la mort, y compris Adon. Vikir pouvait seulement imaginer ce qui se passerait si Allemand avait cherché à suivre la voie d'un chaman. Le vieil homme riait toujours comme un maniaque, disant à Vikir que ce n'était pas la fin de tout. Il jurait à notre garçon qu'il allait le regretter de l'avoir chassé de la tribu. Il continuait à cracher sur Vikir et la tribu Balak, promettant de maudire tout le monde, même s'il mourait. Mais tout ce qu'Allemand obtenait en réponse, c'était un tir à la tête en plein centre de son crâne. Il s'avérait que l'attaque finale venait de son propre petit-fils, alors que Vikir se retournait pour voir qu'un était celui qui avait tiré. La première chose qu'il fit fut de s'excuser auprès de Vikir, regrettant de ne pas l'avoir écouté quand il avait dit de tuer Allemand.
Mais alors que Vikir passait près de lui, il remarqua quelque chose, tout le corps d'Ahin tremblait. Alors, pour le réconforter, Vikir posa sa main sur son épaule, disant à Ahin que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute et qu'il avait bien fait avec Aeman, dont le corps commençait à se disperser dans le vent, tout comme le reste des ancêtres morts-vivants. Ainsi, les conséquences du combat à mort entre les Balaks vivants et les ancêtres Balaks morts-vivants prirent fin, laissant les descendants vivants avec des sentiments mitigés. Les membres de la tribu étaient heureux d'être en vie, tandis qu'Aquila avait une expression sombre alors qu'elle tenait l'arc du grand sœur Adon. Les larmes de Aïen étaient désormais remplies de joie, tandis que Vikir pouvait enfin se reposer. Il dit à tous qu'il était temps pour eux de retourner au village. Alors que la tribu Balak faisait son chemin vers le village à travers la forêt, elle était dirigée par Aïen, qui arborait une expression nerveuse en voyant quelque chose au loin. Leur village était complètement détruit, comme si Pain de Naruto avait utilisé la poussée toute puissante dans leur village, ne laissant que destruction derrière lui. Aïen était alarmé de voir cette scène, se demandant ce qui était arrivé à leur maison. Aquila était préoccupé par les personnes qui étaient restées dans le village pendant l'Iliade. Aeul apparaît devant eux, tenant son bras blessé avec des contusions sur tout son corps. Elle leur dit que c'est Madame Huitpattes qui a fait cela à leur village. Aïen a été choqué d'apprendre que Madame était venue dans leur village tandis qu'Ain se précipitait aux côtés d'Aeul, inquiet pour elle et lui demandant si elle avait des blessures. Vikir regardait autour de lui et pouvait repérer les dégâts et les cadavres que Madame avait laissés derrière elle. Il ne pouvait pas croire qu'elle soit venue au village alors qu'il se battait contre Aeman, ce qui le faisait se demander pourquoi un monstre qui n'avait rien fait jusqu'à présent viendrait ici et ferait tout cela soudainement. Alors qu'elle pleurait dans les bras d'Ain, Aeul pointe quelque chose au loin. Elle dit à tout le monde qu'avant que Madame ne vienne au village, de la fumée s'échappait de la tente cérémonielle d'Aeman. Ensuite, Madame est apparue et est passée en mode furie totale. Vikir était sur les lieux, analysant ce qui ressemble à des feuilles d'une plante sur le sol du site de la tente cérémonielle. Les autres membres de la tribu pouvaient repérer le cadavre de l'orang-outan qu'Aeman avait invoqué auparavant. Vikir prend un morceau de la plante, pensant qu'Aeman avait brûlé une plante attirant les insectes. Il ne pouvait pas croire que ce maudit vieux se serait préparé à quelque chose comme cela. Aquila crie alors qu'elle frappe son poing contre le mur de pierre, le brisant en morceaux tandis que les autres la regardent. Il pouvait aussi voir la blessure qu'Adon lui avait infligée, qui se propageait lentement sur ses côtés. Mais elle ignore la douleur, disant à tout le monde qu'ils peuvent reconstruire leur village et rassembler leur nourriture à nouveau. Elle ordonne même aux guerriers blessés d'aller nettoyer ceux qui sont passés de l'autre côté et de sauver les survivants restants. Aïen, de son côté, faisait face à son propre problème. Préparer des mouchoirs maintenant, car sa précieuse Bakira, son loup de compagnie, avait été blessé et tremblait de douleur sur le sol. Sa patte était devenue complètement noire à cause du poison. Aïen la réconforte immédiatement, les larmes coulant sur son visage. Elle dit à Bakira qu'elle était désolée de l'avoir laissée seule. Nous parlons maintenant de Madame Huitpattes, la déesse maléfique de la forêt, l'horreur de toutes les tribus de la forêt. Son existence est catastrophique et indéniable, la source des ténèbres. Vikir ne pouvait que se cacher derrière un arbre pendant qu'Aïen réconfortait Bakira. Après tout, les Balaks considéraient l'existence de Madame comme une catastrophe naturelle et ne pouvaient même pas se venger. Mais Vikir était à un niveau différent d'eux. Bientôt, la nuit arrive dans la forêt, et une ouverture dans le mur est éclairée par un feu de camp à l'intérieur. Vikir était entré dans le lieu de repos d'Aquila, lui disant qu'il était venu demander quelque chose. Elle ne pouvait répondre que par un « Qu'est-ce qui se passe, Vikir ?» « S'il te plaît, parle-moi de Madame Huitpattes » était la demande de notre garçon. Une goutte de sueur nerveuse coule sur son visage alors qu'elle se demande pourquoi Vikir veut en savoir plus sur Madame. Il lui révèle un document, un enregistrement de Madame qu'il a trouvé dans le village des Lokoko depuis longtemps. Il contient diverses informations sur le poison de Madame, des témoignages sur ses combats avec d'autres monstres et même l'antre de Madame. Mais après l'avoir lu personnellement, Vikir avait une question en tête. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi les tribus de la forêt la craignaient, le poussant à questionner Aquila sur pourquoi ils n'avaient pas essayé de la soumettre tous ensemble. Sa question semblait difficile pour Aquila, qui ne répondit pas immédiatement mais choisit de rester silencieuse. Elle lui révèle ensuite que tout comme les Lokoko, les Balaks eux-mêmes avaient un enregistrement sur Madame, transmis depuis longtemps. C'était le récit de quand Sœur Adon a combattu contre Madame, la bataille du dieu archer Adon et de Madame. Dans cette bataille, Sœur Adon transperça l'une des jambes de Madame avec une flèche, et il était dit qu'il avait réussi à détruire cette jambe. Mais ce n'était que le début du désespoir.
La jambe détruite repoussa bientôt, devenant deux de plus. Plus il la détruisait, plus les jambes de madame augmentaient, comme un monstre hydra. Les jambes, les seules choses qu'il pouvait endommager, devenaient plus fortes à mesure qu'elles étaient détruites, et le corps résistant de madame ne pouvait être percé par les flèches de ce radon. Il était enregistré que tous ceux qui ont participé à la bataille étaient empoisonnés par madame elle-même. Aquila pouvait comprendre à quel point madame était puissante rien qu'en voyant sa blessure due au poison restant sur la flèche de ce radon. Elle continue de dire à Vikir que madame est la déesse maléfique créée par les efforts de nombreux guerriers dans cette forêt. Elle met en garde Vikir en lui disant que même s'il envisageait d'attaquer madame, ne le fait pas. Elle ne le voulait pas perdre davantage de sa famille. Vikir savait par lui-même que les chances de gagner contre Aquila et Adon maintenant étaient très faibles, mais si c'était un monstre fort, alors les choses étaient différentes. Bien que madame soit un monstre rare, dans le monde du déclin, dans la vie précédente de Vikir où les monstres démoniaques envahissaient le monde humain, il avait vu de nombreux monstres démoniaques du même niveau que madame. Il avait l'expérience de combattre ces monstres démoniaques. Peu importe à quel point madame est puissante, elle reste seulement un monstre, et les monstres ont des habitudes et des faiblesses. Vikir était déterminé à découvrir quelles étaient ses faiblesses alors qu'il quittait la grotte d'Aquila. En s'aventurant dans l'obscurité de la forêt, il remettait sa capuche avec ses yeux brillants d'un rouge vif, il savait qu'il pouvait tuer madame. Nous nous tournons maintenant vers une vue paisible d'une crête de montagne jusqu'à ce que quelque chose pointu surgisse du sommet. Mon Dieu, est-ce ce que je pense que c'est? Oui, c'est madame. Elle apparaît du sommet de la montagne, crachant son venin vers partout en hurlant bruyamment. Elle commence alors à se diriger ailleurs. Vikir peut être repéré directement en dessous d'elle, se cachant parmi les arbres avec une nouvelle tenue. Vikir fixe du regard madame alors qu'elle quitte sa demeure, pensant qu'elle était plutôt bruyante. Après avoir mené une filature au repère de madame pendant plusieurs jours, Vikir découvre que madame cherche de la nourriture à un moment précis. Juge par ses mouvements, Vikir conclut qu'il lui faudrait 2 heures pour revenir. Il saute instantanément d'une crête à l'autre pour atteindre son repère pendant son absence. Avec un atterrissage de super-héros, Vikir atteint enfin l'entrée du repère de madame 8 pattes, recouvert de toiles d'araignée. De l'extérieur, cela ressemble à une montagne de pierre, mais elle est en réalité vide à l'intérieur. Invoquant sa bonne vieille lame Beelzebub, Vikir commença à découper un morceau de la montagne qui était couvert de toiles d'araignée. Lorsqu'il l'examina de près, la section transversale de la toile d'araignée était rugueuse, ce qui rendrait difficile de la couper avec un mana gradué. Sachant cela, Vikir pensa que la toile d'araignée lui serait utile lorsqu'il descendrait. En sautant dans le repère, il sauta d'une plus grande toile d'araignée à l'autre. Il constata que l'entrée était à peine assez grande pour que la madame puisse s'y faufiler, mais elle devenait progressivement plus large au fur et à mesure qu'il descendait. Compte tenu de la taille de madame, c'était parfait pour un repère. À l'atterrissage à l'intérieur, Vikir put repérer divers objets collés aux parois du repère. Il semblait s'agir de proies, à la fois des humains et des monstres, qui avaient été capturés. Voyant que plusieurs corps n'avaient pas été touchés et s'étaient décomposés, Vikir se demanda si elle voulait en faire un exemple ou si elle les avait amenés ici pour s'amuser. Vikir conclut que madame savait qu'elle était en haut de la chaîne alimentaire dans la forêt, mais en regardant les cadavres, il savait qu'il n'y avait pas de temps pour s'intéresser à ces choses, car avant que madame ne revienne, il devait examiner autant de choses que possible. En explorant le repère, il tomba sur quelque chose d'autre collé au mur. En l'examinant de près, Vikir l'attrape précipitamment. Ce qu'il tenait dans sa main étaient les œufs de madame, ce qui explique pourquoi il y avait tant de démons araignées quand le monde sombra dans le chaos. Il pensa que cela vaudrait la peine de le prendre et de l'analyser plus tard, mais en y pensant, le corps de Vikir frissonna alors que madame fit une apparition depuis le dessus. Madame 8 pattes, plusieurs œufs, commença à scanner son repère comme le prédateur, espérant trouver une proie. Mais elle ne détecta rien du tout et commença à sortir pour chasser de la nourriture à la place. Vikir s'était caché en dessous d'une des plus grandes toiles d'araignée le moment où il l'avait senti. Il commença à respirer lourdement, pensant que madame était revenue purement par instinct. Il avait de la chance d'avoir la compétence Mushusu qui élimine le son, sinon le manoir se serait terminé ici. Après cela, Vikir décida de finir les choses rapidement et de rentrer chez lui. De retour dans la tribu des Balaks, les membres de la tribu étaient occupés à reconstruire leur village, à rassembler du bois et à construire leur maison. Ils commencèrent bientôt à parler de Vikir et du fait qu'il n'avait pas quitté sa maison depuis plusieurs jours. D'autres l'avaient vu rendre visite à une autre tribu à l'aube et même senti quelque chose brûler chez lui.
Les membres de la tribu étaient curieux de savoir ce qu'il faisait, mais connaissant Vikir, ils croyaient qu'il avait planifié et réfléchi à tout. Le problème principal était cependant qu'il n'avait pas rencontré sa waifu barbare, la commandante Aïen, qui se tenait actuellement devant sa maison. Avec une expression inquiète sur le visage et les mains serrées, Aïen commence à parler à la maison de Vikir, lui disant qu'elle avait entendu de sa mère qu'il avait demandé des informations sur Madame. Elle lui dit que Madame est un monstre qu'aucun guerrier ne peut vaincre, ce qui la fit se demander si Vikir prévoyait de la combattre. Elle lui raconte même qu'elle a dû couper la jambe de Bakira hier et qu'elle pense que Bakira ne pourra jamais courir comme avant. Des larmes commencèrent à couler sur son visage en imaginant ce qui arriverait à Vikir s'il allait jusqu'au bout de son plan. Mais alors, il l'appelle, demandant à Aïen d'entrer car il avait quelque chose à dire. Une fois entré dans sa maison, Aïen put voir que Vikir se tenait devant un tableau rempli de papier. Avec une expression stupéfaite sur son visage, Aïen interroge Vikir sur ce que toutes ces choses étaient. Il révèle que ce sont les archives de Madame qu'il a rassemblées de toutes les tribus de la forêt. Vikir faisait des recherches sur la toile et la peau qu'il avait rapportée de la grotte de Madame, ainsi que sur l'œuf qu'elle avait pondu. Aïen fut instantanément choqué d'apprendre que Vikir s'était aventuré dans la tanière de Madame, ce qui signifiait qu'il était vraiment prêt à la combattre. Elle lui dit donc que si c'était le cas, elle était prête à se joindre à lui, mais il refuse sa demande, affirmant qu'Aïen boite encore de la blessure infligée par Adon, ce qui ne ferait d'elle qu'un fardeau. Sur un ton sérieux, Vikir lui révèle qu'il allait bientôt quitter la forêt, car il y avait quelque chose qu'il devait faire, alors il devait retourner au clan Baskerville. Aïen était attristée d'entendre cela, car elle le savait déjà, mais Vikir active son enthousiasme en lui disant qu'après avoir fini tout ce qu'il devait faire, il envisageait de revenir ici. Commentez ci-dessous si vous croyez qu'Aïen est la seule et vraie waifu. Mais pour cela, Vikir devait protéger l'endroit où il voulait revenir, révélant un plan de recherche géant sur Madame écrit sur les murs. Alors qu'Aïen examine son travail, il lui dit qu'il a fini de planifier comment il allait chasser Madame et lui assure que ce qui est arrivé à Bakira ne lui arrivera pas. Aïen ne pouvait pas croire que Vikir utiliserait la chasse à Madame, ce qui lui semble imprudent. Elle commence à se remémorer les moments où il avait aidé le village lorsque le poison s'était répandu dans la forêt, même l'incident impliquant Allemand à chaque fois que Vikir faisait face à un problème qui ne pouvait être résolu. Il ramenait toujours des résultats positifs. Même si des larmes commençaient à couler de ses yeux, Aïen portait un sourire lumineux sur son visage en lui tenant la main, lui disant que ses paroles la faisaient toujours s'attendre à des choses. Alors qu'ils tenaient leurs mains ensemble au-dessus d'une lampe chaude et lumineuse, Aïen lui demanda s'il était d'accord pour qu'elle anticipe le résultat. Vikir prit un moment avant de lui dire bien sûr. Nous nous tournons maintenant vers une forêt pluvieuse, où Vikir était repéré affrontant un gigantesque monstre lézard vert aux yeux jaunes brillants. Le monstre lézard fit le premier mouvement en frappant Vikir avec sa griffe tranchante, mais notre garçon coupa facilement son bras d'un seul coup avec son épée Beelzebub. Les yeux de Vikir étaient attirés par sa plaie ouverte après que ses bras aient été tranchés. Il pouvait voir que c'était vrai, si sa tête était toujours attachée, il continuerait à se régénérer. C'était la dernière chose dont Vikir avait besoin pour chasser Madame. Avec ses yeux brillants d'un rouge vif, il dit à la salamandre de lui donner cette capacité, faisant hurler de joie Beelzebub. Enfin, Vikir avait 3 compétences installées à l'intérieur de Beelzebub. Le premier emplacement appartient à la blessure brûlante de Cerbère, le deuxième emplacement appartient au talon silencieux de Mushussu, tandis que le troisième et dernier emplacement appartient à la régénération du marais salamandre. Nous nous tournons maintenant vers un qui essuyait la sueur de son menton. Il se tient devant une belle maison en bois, appelant « Tout est fait ». Les membres de la tribu à côté de lui ne pouvaient pas croire qu'un puisse aussi construire une maison. Ils se demandent si cette maison était pour Vikir. Un leur dit fièrement que Vikir était comme un frère pour lui, donc construire une maison pour qu'il y vive est un devoir fraternel. Les membres de la tribu ont commencé à se moquer d'Ain, se rappelant qu'ils détestaient Vikir au début. Entendant leurs mots, Ain leur crie de se taire. Après tout, le village est enfin revenu à son état d'origine, grâce à Vikir. Il décide donc d'aller dire à Vikir au sujet de sa nouvelle maison, mais en arrivant à l'endroit qu'il utilisait, Ain et les autres ne pouvaient pas le trouver nulle part. Ils étaient déçus de sa disparition soudaine, car ils voulaient voir sa réaction pour la nouvelle maison. Aïen se tenait également près de chez lui, mais son visage était rempli d'inquiétude car elle savait que c'était aujourd'hui, le jour redouté. En regardant la forêt alors que le vent soufflait fort, Aïen louait le dieu de la forêt, espérant que le dieu bénirait le grand guerrier qui allait affronter le désastre. Nous nous tournons maintenant vers Vikir, qui était une fois de plus à l'entrée du repère de Madame. En regardant vers le haut,
Il pouvait voir que le ciel montrait des signes de pluie imminente. En fixant à nouveau le repère, il savait que Madame devait probablement dormir maintenant, et que c'était le meilleur moment pour la chasser. Vikir avait pensé à des dizaines de variables qui pourraient se produire lors de la chasse à Madame. Il avait également planifié toutes les méthodes pour gérer ces situations. En sautant en avant avec un salto arrière élégant dans la tanière, la chasse était lancée. Il s'avère que Vikir avait raison, Madame dormait paisiblement, son poison vert goûtant de ses crocs vicieux pendant qu'elle pendait la tête en bas en utilisant ses propres toiles d'araignée. Vikir descend avec son épée Beelzebub invoquée et des yeux remplis de meurtre. Il libère la 6e technique de Baskerville, commençant la chasse en coupant l'une des jambes de Madame. Elle ressentit certainement la douleur, tous ses yeux s'ouvrant alors qu'elle regardait sa jambe manquante. Vikir surveillait de près la situation. Il pouvait voir que, selon les archives d'Adon, la jambe qu'il avait coupée avait doublé. Madame ne perdit pas de temps à hurler sur Vikir en essayant de le poignarder avec ses autres pattes. Voyant sa réaction et esquivant son attaque, Vikir décida d'opter pour le plan A, canalisant le Beyblade intérieur en lui. Vikir commença à zigzaguer, coupant la salope à une telle vitesse que Madame ne pouvait même pas réagir. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait, elle vomit une tonne de poison vert partout, utilisant la méthode, tirer en rafale et prier. Cela semble fonctionner car cela arrêtait les attaques de Vikir, car il devait se concentrer sur l'évitement des multiples flaques de poison. Malheureusement, une seule goutte du poison vert parvient à trouver son chemin sur son bras gauche. Il peut instantanément sentir la douleur alors qu'il regarde le poison de Madame se propager instantanément dans sa main. En prenant une profonde inspiration, Vikir pense à comment il ne voulait pas faire cela, mais en tant que Gigashad, il n'avait pas le choix. Ainsi, Vikir tranche simplement sa propre main d'un seul coup, tout comme Deadpool et la monstre salamandre. Le bras de Vikir commence à guérir, ce qui surprend Madame. Il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'être surpris, car il est maintenant dans la même position qu'elle. Et ainsi, la bataille entre les deux titans recommence. Vikir continue de trancher chaque jambe de Madame tout en esquivant chaque attaque qui lui est envoyée. Il utilise les toiles d'araignée dans l'environnement à son avantage, esquivant et frappant à chaque opportunité. Mais ensuite, Madame parvient à infliger un coup dévastateur à Vikir, déchirant son bras et sa jambe droite en morceaux. Son visage est rempli de douleur alors qu'il roule sur la jambe de Madame. Heureusement, il parvient à l'empêcher de tomber complètement en s'accrochant à la jambe de Madame avec son bras restant, attendant que son côté droit se guérisse de son attaque. Une fois guéri, Vikir disparaît de la jambe de Madame et commence son attaque de furie totale contre elle une fois de plus. Encore une fois, c'était le clash entre les titans. Rapidement, des morceaux des jambes de Madame étaient dispersés sur le sol, ainsi que son poison. Même la propre main de Vikir était repérée cette fois-ci. Son côté gauche se rétablissait alors qu'il commençait à respirer encore plus fort. Combien de fois ai-je régénéré ? Se demanda Vikir en remarquant que la régénération consommait beaucoup d'endurance. Mais d'un autre côté, il voit que Madame avait doublé le nombre de ses jambes comme si de rien n'était. Mais alors qu'il continuait à respirer lourdement, Vikir commença à sourire. Il bondit ensuite sur une toile d'araignée, mais cette fois, au lieu de combattre Madame, il se précipite vers l'entrée de la tanière. En voyant où il allait, Madame commence à bouger ses nombreuses pattes dans l'espoir de le poursuivre, mais elle s'arrête soudainement. Vikir dit à Madame qu'il savait qu'il ne pourrait pas la rattraper, mais c'était tout à fait prévu dans son plan pour qu'elle double le nombre de ses pattes. Bien que le fait qu'elle puisse doubler le nombre de pattes lorsqu'elles sont coupées semble être une compétence divine, cela peut devenir une malédiction si elle continue de doubler la même patte, car il devient difficile de se déplacer. Avec une simple esquive latérale, Vikir esquive une série de toiles d'araignée venant dans sa direction. Il savait déjà qu'elle utiliserait sa toile quand cela arriverait. Après avoir examiné la toile de Madame, il a découvert une faiblesse très critique. Bien que sa toile ne brûle pas au contact d'un feu normal, Vikir savait, avec un sourire sinistre sur son visage, que sa toile brûle comme du bois lorsqu'elle est exposée aux flammes pourpres de l'enfer. Et comme cet endroit était rempli de gaz provenant de tous les cadavres, Vikir demande à Madame si elle savait que c'était la meilleure condition pour propager un incendie. Atterrissant sur le crâne d'un Oxbear mort empilé, Vikir dit qu'elle avait accumulé trop de karma parce qu'elle était ivre de pouvoir, et maintenant c'est le moment pour elle de recevoir ce karma. Il enfonce son épée Beelzebub couverte de feu de l'enfer directement dans le crâne de l'ours, provoquant une explosion de feu de l'enfer violet partout dans l'air, espérant tuer Madame une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé cette partie de Manga Fury.
Abonnez-vous pour plus de contenu et n'oubliez pas de commenter ci-dessous ce que vous voulez voir à l'avenir. Aimez et partagez pour plus.